La transition stimule le flux créatif des gens ordinaires pour se rassembler au-delà de leurs différences, pour utiliser au mieux leurs ressources, leurs énergies, leurs esprits. Il ne s'agit pas de changer les comportements, mais de mettre en place des structures qui sont là quand on en a besoin. Quand on en ressent le besoin, elles sont là. Pour moi, la transition, c'est aller vers une économie où tout le monde a une place, une valeur et un but. Ce but concerne l'environnement, mais aussi les gens. Pour moi, la transition, c'est s'engager davantage dans ton quartier, construire ton quartier et aider ton quartier. Le quartier est important pour tout le monde, donc tout le monde a quelque chose à offrir. J'aime ce côté inclusif. Pour moi, la transition, c'est ça. Pour moi, c'est imaginer comment sera le quartier, la ville, dans 20, 30, 50 ans, quand nous aurons réussi à créer quelque chose d'inclusif et de florissant, où les gens seront heureux, où nous vivrons de manière soutenable, en nous demandant aujourd'hui ce que nous pouvons faire pour y aller. Les humains se sont dit, c'est quoi ce truc qu'on vient de trouver? Le pétrole. Oh, mais ça peut être utile. Alors ils se sont mis à l'utiliser davantage. Et puis, oh, c'est vraiment utile. Alors ils l'ont utilisé de plus en plus. Et ils augmentent leur niveau d'utilisation du pétrole. Et pendant ce temps, les réserves de pétrole diminuent rapidement. Et ça cause un grand problème. Et tous les gaz à effet de serre, comme les CO2, montent dans l'atmosphère. Ils emprisonnent la chaleur du soleil, la gardent, l'empêchent de ressortir, la renvoient à l'intérieur et ça réchauffe la Terre. C'est ce qui provoquera un climat instable. La température augmente, les pôles se mettent à fondre et le niveau de la mer monte. Cela provoque des inondations et plus généralement un chaos climatique. Le pic pétrolier est aussi lié à un autre problème, la crise économique. La crise économique, c'est quand l'économie s'effondre. Pour qu'il y ait une croissance économique, on a d'abord besoin de consommateurs. Ensuite, on a besoin d'objets que les consommateurs achètent. Les objets sont produits par les usines. Et les usines ont besoin d'énergie bon marché, comme le pétrole. Et quand elles obtiennent moins d'énergie bon marché, à cause du pic pétrolier, les objets deviennent plus chers. Il y a moins de consommateurs pour les acheter et l'économie entre en récession. Ce que les gens de la transition veulent pour nous, c'est une économie soutenable, plutôt qu'une économie qui gonfle et se dégonfle pour un rien. L'économie que nous avons maintenant peut faire boom n'importe quand et disparaître. Alors que si nous avons une économie soutenable, elle restera. Il nous faut donc tous entrer dans une transition, mais il nous faut un guide. Notre culture est tellement construite pour nous former à être des consommateurs sans conscience de ce qui se passe dans le monde que nous avons besoin de soutien pour changer. La transition, la communauté nous soutient. Nous vivons d'une façon non soutenable. C'est donc une alternative à un comportement de consommateur qui devient de plus en plus insoutenable. C'est une façon de créer un monde dans lequel les gens sont plus connectés avec eux-mêmes, entre eux et avec leur environnement naturel. Chacun sent qu'il peut offrir quelque chose et contribuer. Et ce n'est pas un boulot d'expert éloigné du terrain. Ça m'a donné un élan et un véritable but dans ma vie. Et on s'amuse. C'est gratifiant, ça vous nourrit de rencontrer des personnes de manière authentique et de parler de choses réelles. J'aime parler aux gens. J'aime aider les gens.
J'aime construire la vie de mon quartier. La transition commence avec un groupe de gens qui se rencontrent, et ces gens peuvent venir d'horizons très différents. Ils peuvent s'être déjà réunis dans un autre contexte, ils peuvent déjà se connaître sans avoir vraiment travaillé ensemble. Ils peuvent se rencontrer au café ou lors d'un événement et se dire « Pourquoi on ne démarrerait pas la transition ?» Mais cette réunion initiale de gens, cette formation d'un groupe, est la graine de tout le processus. Le premier événement a eu lieu le 3 avril. 8 personnes se sont présentées. Ensuite, au deuxième événement, une personne est venue. Je me rappelle mon retour à la maison et mon mari qui était triste pour moi de ce manque de participation. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu as tort. Les gens qui sont venus étaient les bonnes personnes. Et dans la transition, on a l'habitude de dire, tous ceux qui viennent sont les bonnes personnes. J'étais très sceptique là-dessus. Et je dois dire que c'est vrai. Ça s'est avéré vrai. Des 8 personnes qui ont assisté au premier événement, 4 font maintenant partie du groupe de démarrage de Wayland en transition. Et la personne qui était venue seule fait aussi partie de ce groupe. Au dernier événement à la bibliothèque, on était peut-être 10, la plupart de Wayland en transition. On a discuté tard et le bibliothécaire a dû nous mettre dehors parce qu'on avait dépassé les horaires. J'en suis sortie en sachant que c'était mon propre événement que j'avais organisé et j'étais sur un nuage parce que je savais qu'on avait un groupe. Ce que nous avons observé en regardant ce que les groupes de transition faisaient, dans cette expérience sur 5 ans que nous avons faite, est qu'ils traversent certaines étapes. La première étape, que nous appelons démarrage, est créative et ludique. On projette des films, on colle des affiches, on organise des événements, on fait de la conscientisation. On commence à poser les fondations de ce qui deviendra l'initiative de transition. Mais à cette étape, on ne peut pas l'appeler machin en transition. Moss Side est un quartier très chaud. Il est très peuplé, très multiculturel. Et il a la terrible réputation d'être le Bronx britannique. Et parce qu'il a une telle densité de population, on peut parcourir rapidement une rangée de maisons en porte-à-porte. Quand quelqu'un n'est pas là, on peut continuer. Je travaillais pour une société de fenêtres à double vitrage en porte-à-porte. J'ai aussi travaillé pour une compagnie d'énergie. Ça m'a donné l'habitude du porte-à-porte et j'ai pensé, je sais que je peux faire du porte-à-porte, convaincre les gens et faire bonne impression. Je crois dans la transition bien plus que dans ces autres choses, ce qui a augmenté ma confiance et m'a fait penser, en fait, je peux aussi faire un bon boulot de porte-à-porte pour la transition. Je pense qu'on obtient une réponse très différente en porte-à-porte qu'avec n'importe quel autre type d'action de conscientisation. C'est une question de nombre. La plupart des gens ne sont pas intéressés, mais il faut juste continuer à démarcher. Quel est le meilleur moment pour vous rencontrer? D'accord, je prends note. Un de nos membres les plus actifs, Ali Mohamed, que j'ai rencontré par le porte-à-porte, ne s'était jusque-là engagé dans aucune action écolo. La première fois que j'ai rencontré Joël, je n'ai pas pensé ce qu'il fait est bien. Mais j'étais ouvert à lui et j'écoutais ce qu'il disait. Surtout quand il a dit Moss Side. J'ai senti que ça parlait de notre quartier. Alors j'ai commencé à écouter à partir de là.
Le porte-à-porte me semblait un bon moyen de toucher de nouvelles personnes jamais engagées dans une action environnementale avant. C'est une bonne chose de bien connaître ses voisins, parce que si quelque chose vous arrive, votre voisin peut vous aider. Avec le porte-à-porte aussi, on construit cette relation avec notre quartier. Et si on construit cette relation, cela signifie que notre quartier est bien protégé, que les gens se connaissent et peuvent s'entraider. Il n'y a pas une bonne façon de faire la transition. Parfois, on commence avec un groupe de pilotage et l'une des premières choses qu'il fait est de démarrer un programme de conscientisation. Il fait des dépliants, des affiches, projette des films, etc. Une autre approche, c'est qu'un petit nombre de personnes, parfois une seule, commence un programme de conscientisation, sort, projette des films, se lie à d'autres organisations. Il fait ce genre de choses. Ensuite, le groupe de pilotage émerge de ce programme de conscientisation. Aucune n'est meilleure que l'autre. C'est selon ce qui semble le plus adapté à votre lieu. La terre que nous habitons appartient à nos petits-enfants. Nous devons vivre de ce qu'elle nous donne, sans la détruire et sans dépendre d'autres régions. Aldeia da Samorea est notre terre et nous devons la gérer de façon soutenable. La première étape est de rêver. Quel est votre rêve pour le village? Et quel est votre village de rêve? Le village n'est pas petit, mais il est presque vide. Les vieux meurent. Les jeunes vont faire leur vie ailleurs. Le village, c'est une demi-douzaine d'anciens, c'est tout. Mon idée, c'est qu'on aurait de bonnes relations avec chacun. C'est ce qui nous manque. Bien s'entendre entre nous. Et s'entraider comme on peut. Mon rêve, vous savez ce que c'est? Avoir un lieu où le médecin puisse aller. Bientôt, je ne pourrai plus monter là-haut. C'était mon rêve. Avoir plus de choses pour les enfants, comme un parc ou un terrain de jeu. Avoir des magasins pour que les gens n'aient pas à faire de longs trajets pour aller à Ourique. Avoir plus de commerce au village. Oui, avoir quelques commerces au village. Que tout soit nettoyé, des jardins nettoyés. Ce serait bien si seulement quelques-uns des rêves du village se réalisaient. Ce serait très bien. Parce que le village a vraiment besoin d'être plus dynamique et soutenable. Quelque chose dont il a profondément besoin. Avoir une vision du futur, c'est comme un aimant ou un tourbillon qu'on lance devant soi et qui, avec le temps, vous entraîne dans sa direction. C'est une façon de faire très puissante. Si notre vision, c'est d'avoir des quartiers épanouis, où les gens se sentent inclus, où ils se sentent bien, il faut que les éléments de base de nos systèmes vivants œuvrent vers ça. Mais le plus gros voyage, je crois, la plus grande transition à faire, c'est à l'intérieur. Comprendre comment créer du bien-être chez les gens, car le tout n'est pas d'avoir plein de choses. On a besoin d'une culture qui aide les gens à se sentir bien. Il s'agit de ce qui se passe en nous, consciemment ou inconsciemment, et qu'il faut commencer à sentir. Sentir comment les choses qui se passent en nous affectent notre façon d'être avec les autres et notre façon d'agir avec le monde. C'est une sorte d'exploration. Un être humain, comment ça marche à l'intérieur ?
Si dans notre monde, nous avons tout fondé sur la compétition, sur le désir d'acquérir le plus de choses possible, le désir d'être à la hauteur de ceux qui ont plus que nous, et si nous voyons souvent l'autre, celui qui n'est pas comme nous, comme une menace, tout ça vient d'un état de conscience. Ça se passe à l'intérieur de nous. Tant que nous ne prendrons pas pleinement conscience et responsabilité pour travailler dessus d'une façon ou d'une autre, ça continuera à se manifester dans le monde. La deuxième étape, que nous appelons approfondissement, c'est quand on réalise tout à coup, nous sommes maintenant tel ou tel endroit en transition. Nous devenons une organisation qu'il faut rendre un peu plus structurée et formelle. C'est très différent de la phase initiale. On se sent devenir une organisation. Je cherchais un hébergement pour bloguer. Quand j'ai découvert la transition, il m'a semblé qu'à la base, il travaillait avec tous les outils que j'essayais d'utiliser. Je sentais plein de savoir-faire là-dedans et je voulais vraiment puiser dedans. J'ai remarqué qu'il y avait des trucs sur la permaculture, c'est quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie d'intégrer dans les zones urbaines. La transition, c'était comme la combinaison de tous mes intérêts. Le tout sur un même site web. C'est plutôt dur de trouver d'autres gens comme ça. Je pensais que le jardinage, ça n'intéressait personne de mon âge. Et Pittsburgh en transition, le site et tout ce qui va avec, me montraient qu'il y a là des gens qui jardinent. Autrefois, c'était vu comme un passe-temps de filles. Maintenant, je peux écouter du heavy metal, m'habiller comme un punk et quand même jardiner tout en restant cool. Nous sommes à Wilkinsburg, Pennsylvanie, un faubourg de Pittsburgh, un endroit sinistré. La première chose que nous faisons le matin, c'est vérifier les maisons abandonnées pour être sûr qu'elles ne sont pas squattées, qu'on puisse y travailler en sécurité. On va s'occuper de la maison jaune. 20% des lots y sont condamnés ou abandonnés. Hello, y a quelqu'un? Bonne nouvelle, y a personne. Voilà la ferme urbaine de Whitney Avenue. Il y avait des maisons ici il y a 5 ou 6 ans, je pense, avant qu'elles ne brûlent. Presque tout ce qu'on cultive ici, on le distribue gratuitement ou on le donne à la banque alimentaire. Les gens du voisinage savent aussi qu'ils sont les bienvenus pour ramasser des fruits et des légumes quand ils en ont envie. Quand Chris et Carly sont arrivés à Whitney Avenue, c'était surtout des maisons vides, des vieux terrains abandonnés. Ils ont embelli toute la rue, à eux tout seuls. Les gens commençaient à apprécier ce qu'ils mangeaient. Il y avait des gens dans cette rue qui avaient faim et ils pouvaient monter à ce jardin, ramasser de quoi manger. Pour ça, nous travaillons avec les gamins du voisinage. À la base, nous avions toute une troupe de gamins qui avaient pas mal d'ennuis avec la justice et avaient besoin qu'on les occupe. Ça a été notre façon de les occuper. La première fois que je suis venue, j'ai dit c'est nul. Et c'est encore vrai en un sens, mais ça m'empêche de faire des bêtises. On avait d'autres gamins dans cette rue qui avaient une mauvaise influence sur Brandon. Il suivait d'autres gamins qui avaient une mauvaise influence sur lui. Alors une fois qu'ils sont partis et que Chris et Carly lui ont donné des choses à faire, on a vu que c'était un chouette petit gars. Une fois ramassé la nourriture dans le jardin, qu'est-ce que tu en fais? Comme le maïs? Tout? Oh, on l'a vendu. Ah oui. Où tu l'as vendu? Là-bas. Tu m'y amènes? Ouais. Allez, c'est parti. On attend que les gens descendent là. On leur demande s'ils veulent acheter des tomates, des courgettes ou du maïs. Et s'ils disent non, on leur dit merci, bonne journée. Nous adorons ce gamin. C'est comme un fils pour moi. Je veux lui enseigner tout ce qu'il n'a pas chez lui.
Ce qui est arrivé ici à Wilkinsburg, l'une des principales causes du déclin, on a dit que c'était la disparition des pères. Des tas de gamins d'ici, leurs pères sont en prison, ou bien ils se sont fait tuer, ou bien ils ont simplement disparu. Il y avait des gangs ici, et quand le FBI venait les démanteler, ça voulait dire 60 ou 70 personnes d'un coup qui se faisaient cueillir et mettre en prison pour 20 ans. Tous des hommes, pères pour la plupart. Mon but à terme, ce serait de créer davantage de jardins de ce type autour de Wilkinsburg, pour que les gens puissent se nourrir. Ce que je fais là, on pourrait l'imiter dans toutes les rues de Wilkinsburg. Chaque rue a au moins un terrain où une maison a été démolie. C'est ridiculement simple. Chaque petit quartier à Wilkinsburg devrait avoir un petit jardin. En un sens, je crois que je leur montre la soutenabilité. Mais je pense que peu de gens dans cette rue auraient pu vous dire ce qu'est la soutenabilité il y a 2 ans. Ça a changé le quartier au point que tout le monde à Wilkinsburg envie notre petite rue. Tout le monde veut venir à Whitney Avenue. C'est la meilleure de Wilkinsburg. Je pleure. Vous m'avez fait pleurer. Ça me fait sentir fière de moi. Parce que quand ma famille vient ici, je me sens fière de l'endroit où je vis. Et ça m'a transformée. Pour les projets pratiques, c'est par la nourriture que beaucoup de groupes de transition démarrent, car on n'a rien besoin d'attendre pour démarrer. Pas besoin d'autorisation, pas besoin de financement. Installer une éolienne en bordure de votre ville, ça pourra prendre 5 ou 6 ans. Vous pouvez lancer des jardins partagés, des cultures de fruits et légumes, des cultures sur les bords de la fenêtre. Ça peut démarrer vraiment très vite. Alors on s'aperçoit toujours que les projets d'alimentation locale sont les premières choses que font les initiatives de transition. Et les premières choses qui prennent bien. Nous sommes à la station de Kilbum, sur la ligne de métro Jubilé. Il y a 4 mois, ces carrés de terre étaient vides. Ça nous a donné l'idée de demander au métro, pourrions-nous planter quelque chose ici? Nous tenions à ce que ce soit des fruits et légumes pour montrer aux gens comme c'est facile d'en planter n'importe où. C'est sans doute le seul quai de métro à Londres où poussent des fruits et des légumes, et même un pommier. Ce terrain est idéalement situé. 12 000 personnes y passent chaque jour. Ça nous plaît beaucoup l'idée qu'un passager descendant du train puisse cueillir une fraise ou une tomate et la savourer en rentrant chez lui. C'est fantastique. Nous sommes allés à la régie des transports demander si nous pourrions cultiver là des fruits et des légumes. Leur première réaction a été un peu nerveuse. Des fruits et des légumes, non, mais des fleurs, très volontiers. Ainsi, notre première tentative était un peu décourageante. Quand nous sommes allés à une réunion avec eux, ils ont présenté l'idée du métro florissant et ils ont dit « Nous serions ravis que vous preniez part à notre compétition, le métro florissant ». Et quand nous avons parcouru la liste des rubriques pour voir laquelle pourrait nous convenir, ils ont eu l'air très surpris d'y voir une rubrique « Cultivez vos propres fruits et légumes ». Nous leur avons dit « Voilà, celle qui nous plairait. Nous avons un pommier et quelques graines de légumes ». Ils ne savaient même pas qu'ils avaient le droit de cultiver des fruits et des légumes sur leur quai. La persévérance, ça paye, parce que quelquefois, comme pour beaucoup de choses, ça dépend sur qui on tombe. Certains n'ont pas trop envie de prendre de risques, mais d'autres sont très excités par l'idée. Alors ça dépend de la personne sur qui vous tombez, quelle que soit l'organisation. Ça fait voir l'endroit autrement. Ça fait 10 ans que je vis ici. Alors voir le coin sous un jour tout différent, c'est la première fois que je fais quelque chose qui me relie aux gens du coin. C'est très excitant. C'est très important dans la transition qu'on se réserve un temps de célébration. Il y a ce cycle, rêver, puis planifier, puis agir, et ne pas oublier ensuite de célébrer notre action avant de se remettre dans le cycle.
Célébrer, apprécier tout ça, cette communication positive nous aide en tant qu'êtres humains à nous sentir régénérés et bien dans notre peau. Là où on donne de l'espace pour célébrer les réalisations des autres, pour apprécier les qualités que nous voyons chez les autres, les gens construisent une confiance commune et ils apprécient d'être ensemble. Alors que si nous sommes constamment sous pression et que nous ne laissons pas ce temps-là, en voulant tout de suite passer à la chose suivante, c'est la recette idéale pour s'épuiser très vite. À chaque réunion, il devrait y avoir une célébration et une appréciation de ce qui s'est passé. Il faut des événements où l'on célèbre très consciemment ce qu'on a fait. Je ne voudrais vraiment pas que ce film donne l'impression que la transition marche toujours et réussit toujours brillamment. Il peut arriver que les projets individuels, diverses initiatives ou l'organisation entière se brisent douloureusement en morceaux ou bien tombent en panne sèche. Nous pourrions croire que si nous partageons le même rêve, tout ira bien. Ce serait trop beau. Des différences et des conflits se présenteront toujours dans nos groupes. Très honnêtement, ça a été horrible. Je n'entrerai pas dans tous les détails, car certains sont du domaine privé, mais ça s'est terminé de façon absolument horrible. J'ai été très meurtri par certaines des choses qui ont été dites, par certaines des horreurs qu'on s'est balancées, et très en colère contre moi-même, de voir que moi aussi, je savais trouver des choses pas très gentilles à dire. Mince, si c'est ça les gens qui se regroupent pour essayer de sauver le monde, enlevez-moi de cette planète. Je peux plus y rester, c'est sans espoir. Peut-être bien que nous sommes tous mal avisés, naïfs, un peu stupides. Et si nous arrivons à passer à travers, à nous ouvrir pour apprendre, ça nous transforme profondément. Ça peut vraiment nous aider à faire mieux pour la prochaine fois. Ce que nous avons appris quand un groupe naît, c'est que la chose la plus importante, au-delà de sauver la planète, quoi d'autre, le pic pétrolier, c'est que les gens s'efforcent de s'écouter, de respecter le point de vue de l'autre. Il ne s'agit pas forcément d'être d'accord, ni de savoir dire « pas d'accord », mais d'être tolérant et de considérer les relations entre les gens comme la base de tout. Une des façons dont la transition intérieure peut aider les gens consiste à proposer des structures de soutien, à leur permettre de parler de la responsabilité qu'ils portent dans ce travail de transition. Comme nous ne sommes pas dans Ville en transition SA, il n'y a pas de supérieur pour vous donner une tape dans le dos. Donc, pour les gens qui portent les choses, c'est bien d'avoir le soutien de ceux qui vivent aussi cela. D'autres personnes comme vous qui peuvent comprendre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est très fatigant d'être en première ligne ou de se sentir en première ligne. On peut oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais ça fait du bien de retourner à la source émotionnelle qui vous rappelle pourquoi vous faites ça et qui vous remet en contact avec cette motivation. Vous retrouvez le plaisir de faire les choses au lieu de faire le travail à la chaîne. Je pense que c'est absolument fondamental. La transition appelle chacun de nous à prendre un certain niveau de responsabilité. Les animateurs des différents projets peuvent s'appuyer mutuellement et se mettre en réseau.
et peut-être même apprendre des choses à rapporter dans leur propre groupe. Il y a quelque chose d'un peu magique qui me reconnecte au pourquoi de mon engagement. Et maintenant, je sens que j'ai un réseau de soutien vraiment fort. C'est devenu beaucoup plus que ce que j'imaginais au départ. La troisième étape consiste à créer des liens une fois que vous avez démarré. Quand vous commencez réellement à vous adresser à l'ensemble de la communauté, aux organisations et aux gens que vous n'avez normalement peut-être pas encore contactés à ce stade, le conseil municipal, les entreprises, tous les habitants. C'est vraiment l'étape qui consiste à enraciner le projet plus profondément dans la communauté et à le rendre plus pertinent pour le plus grand nombre. J'ai tenu ma première conférence sur la transition à Montevideo à l'été 2008. Ceux qui sont venus ont voulu en savoir plus sur la transition. La première fois, j'ai été complètement choqué par ce que j'ai entendu. Mais après quelques mois, nous étions devenus beaucoup plus conscients. Certains d'entre nous ont décidé de s'impliquer plus activement dans le groupe de transition. D'autres, comme Umberto et Daniel, ont décidé de se présenter aux élections municipales. Ils ont gagné et sont maintenant maires et conseillers pour l'environnement. Nous avons donc un conseil municipal dont 2 membres sont très conscients de la transition. Et d'autres avec une vision claire des défis à venir. Comment l'administration d'une ville de 5000 personnes peut-elle faire face à la crise de la croissance illimitée, la fin du pétrole et proposer une politique? Le premier travail a été de l'écrire. Ainsi est née une résolution dont la priorité est la réduction des combustibles fossiles via un plan de décroissance énergétique. On nous demande souvent comment nous forçons nos politiques à prendre des décisions aussi radicales. Mais le plus fort, c'est que nous n'avons eu besoin de convaincre personne. Nous avons déjà obtenu des résultats importants. La première, une modification radicale de nos plans d'urbanisme. En travaillant avec le conseil municipal, nous réalisons des choses impossibles autrement. Par exemple, le projet Enescom va amener 6 villages de la vallée à signer un contrat qui nous permettra d'écrire des plans de décroissance énergétique pour tout le secteur. Quand de telles politiques s'appuient sur un raisonnement solide, elles augmentent la résilience et nous aident à quitter l'économie basée sur le pétrole. Le fait que tout le secteur participe au contrat le rend encore plus intéressant. Ce contrat est un programme de l'Union européenne pour réduire les émissions de CO2 et développer les énergies renouvelables. C'est un bon outil pour la transition, car il maintient l'attention des citoyens et des administrateurs. À Montevideo, il se produit les mêmes choses que dans d'autres villes en transition, mais impliquer les institutions locales accélère le processus. Le plus fascinant, c'est ce que ça commence à donner quand l'approche du haut vers le bas qu'est la transition rencontre un conseil municipal motivé qui pense aussi en termes de localisation et de résilience. Cette rencontre des deux est vraiment importante et une dimension fascinante commence à apparaître. De quelle manière un conseil peut-il soutenir le processus plutôt que de le piloter? Comment intègre-t-il dans ce qu'il fait la conscience du pic pétrolier et la nécessité de bâtir la résilience? Et à quoi ressemblent ces deux choses quand elles se rencontrent?
Transition Together, la transition ensemble, a été conçue ici à Totnes comme un moyen d'impliquer les gens rue par rue. Un groupe commence habituellement avec quelqu'un qui vient nous voir ou nous appelle pour dire qu'il ou elle a envie de lancer un groupe dans son voisinage. Ce sont les gens qui contactent et recrutent leurs voisins. Ce qui est différent avec ce projet, c'est que nous ne faisons pas de porte-à-porte, ce sont les gens qui le font. Ils réunissent en général entre 6 et 10 voisins. Il y a en tout 7 réunions. Nous animons la première des 7 réunions pour les aider à se mettre sur la bonne voie et pour planifier leurs futures réunions. La seconde réunion se concentre sur les consommations d'énergie domestique. Il y a 10 à 12 actions pratiques qu'ils peuvent choisir et qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Nous recherchons des actions qui ne coûtent rien ou très peu. À la fin de la réunion, ils écrivent un petit plan d'action. Chaque personne choisit 2 ou 3 actions qu'elle va faire ou essayer de faire avant la prochaine rencontre. Nous avons pu mettre beaucoup de choses en pratique pour économiser l'énergie et mieux utiliser les ressources de la planète sans avoir à en souffrir, et c'est la clé. C'était même amusant à faire. Parce qu'on envisage les choses rue par rue, les gens peuvent se mettre à en imaginer les conséquences et commencer à imaginer à quoi ressemblera à une petite échelle un monde post-pic pétrolier, économe en carbone. Ce n'est pas comment imaginer le monde complètement transformé, mais comment imaginer notre petit morceau de monde, comment l'imaginer transformé et refait. Cela semble plus digeste. Cela fait une grande différence d'appliquer ce que nous avons lu et discuté dans les groupes. Ça nous a plus fait réfléchir sur notre façon d'être que sur nos actes. Être plus à l'écoute, plus conscient de ce que nous faisons de nos vies concernant l'énergie et son gaspillage éventuel. Faire de notre mieux. Je crois que les bénéfices à long terme du travail de groupe en particulier concernent la cohésion sociale. C'est un tas de gens avec qui j'aurais normalement rien à faire et nous voilà rassemblés. Nous sommes un joli mélange de gens. Mais nous avons tous cette idée en commun qui nous tient notre groupe et tient nos réunions. Cela a vraiment apporté un sens de la communauté dans la rue. Vous voyez cette étincelle de créativité et les gens se mettent à regarder autrement le jardin du voisin et regarder le toit du voisin comme un lieu à haut potentiel. Je crois qu'à long terme, ce sera le changement qui durera. Ce dont la société a besoin, ce dont nous avons tous besoin, c'est de vivre dans un monde sûr, et je crois que ceci en est le début. La quatrième étape consiste à construire. On commence à penser stratégiquement à la localisation dans notre région. C'est l'étape où l'on commence à créer des sociétés d'énergie, des monnaies locales, des entreprises sociales. C'est quand on passe d'un tas d'idées à une contribution concrète à la création d'une infrastructure locale. Pendant très longtemps, il y a eu un épicier sur ce site. J'ai fait des courses ici pendant au moins 50 ans. Il y a une épicerie ici au moins depuis la guerre. Le commerce n'allait pas bien. On avait de plus en plus l'impression qu'il allait fermer. Alors, on s'est mis à proposer aux propriétaires de racheter le magasin et de le gérer sous la forme d'un commerce communautaire. On a choisi délibérément la formule du commerce communautaire pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons très pratiques. On voulait que les gens utilisent le magasin. Quelle meilleure façon de les y amener que de leur en donner la propriété?
Le côté nourriture locale, on ne l'avait jamais fait. C'est ce à quoi on travaille en ce moment. Comme ça, les gens entrent et disent « J'ai ces choux-fleurs, vous les voulez ? Tant qu'ils sont de bonne qualité, nous les leur prenons. » J'ai même des clients qui entrent dans la boutique et demandent spécifiquement de la rhubarbe d'Eagle. Ça fait partie du triangle des rhubarbes. Nous voulons encourager les gens à en cultiver plus. Nous voulons développer le concept et permettre à notre communauté de devenir un peu plus résiliente. Voici les 13,50 livres que nous avons obtenus en vendant nos produits. Nous les recyclons dans le magasin. Et je m'attends à dépenser plus, comme d'habitude. Nous avons ajouté beaucoup de valeur à la communauté. Nous avons créé des emplois, permis à plus de gens de faire leurs courses sur place. Nous avons amélioré le commerce d'autres détaillants du coin en étant ici, parce que plus de gens font leurs courses sur place plutôt que de rouler jusqu'au supermarché, et ainsi, ils dépensent plus d'argent dans d'autres magasins autour du nôtre, et c'est bien. Je suis vraiment content que ça ait si bien réussi. Ce n'était pas gagné d'avance, je suis sûr que ça aurait pu se passer autrement. Depuis le début, on a aussi fait le pain, qui est quelque chose de très particulier. C'est vraiment un enchantement. Les deux commerces sont maintenant des coopératives. La boulangerie est une coopérative de travailleurs, alors que nous sommes une coopérative de consommateurs. Dans une coopérative de travailleurs, on est plus relié aux gens avec qui on travaille. J'ai eu des collègues pendant toute ma vie active, mais ce n'est pas pareil. C'est un niveau de connexion différent. Nous avons commencé la boulangerie il y a à peine plus de 3 ans. Nous avons réussi à rassembler un groupe d'environ 60 familles qui ont payé leur pain d'avance, parfois 12 mois d'un coup. Plus ils s'engageaient pour longtemps, plus on leur offrait de remises. L'enthousiasme était tel dans la communauté que nous savions que nous allions réussir. On a alors réalisé qu'on n'aurait pas assez de place dans notre placard de 15 mètres carrés. On s'est dit que cette fois, on devait faire le grand saut et chercher nos propres locaux. Mais on n'avait toujours pas de capital pour le faire. Alors on a dû se demander comment on allait financer ça. Ce n'était pas notre idée, mais une suggestion d'Andrew Whitley, le concept d'un lieu du pain. Une série de prêts individuels de nos clients et de membres de notre communauté sur lesquels on leur paierait des intérêts. On leur paye un bon taux d'intérêt de 6%, mais payable en pain, ce qui revient à 2,5 livres par semaine, soit une miche de pain par semaine. On n'obtient que des gens s'engagent pour ce lieu et ce commerce. Et c'est en fait un très bon marché pour nous et un très bon taux de retour pour eux. On ne peut obtenir nulle part un meilleur taux sur ce genre de petit investissement dans une banque ordinaire. Se reconnecter à la nourriture est une métaphore fantastique de la reconnexion avec tout le reste dans votre vie. Pour l'instant, chaque fois que nous payons notre facture d'électricité, cet argent quitte la communauté. Son potentiel pour susciter des choses, susciter la transition, est perdu. C'est formidable de voir de nombreuses communautés créer leur propre société d'énergie, de telle façon que l'énergie est générée, mais bénéficie à la communauté en lui ramenant l'argent. Nous sommes la première centrale solaire en propriété communautaire du pays de Grande-Bretagne. Nous en sommes très fiers. Le terme centrale solaire est un peu pompeux pour une installation photovoltaïque de 98 kW. Nous avons calculé que cela suffirait pour environ 40 maisons au niveau de consommation actuelle. Nous ne pourrons pas alimenter Lewis par des panneaux solaires. Mais il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Ça a l'avantage d'être facile, rapide, bon marché, instantané et d'un aménagement sans problème. Nous avons proposé à la brasserie Harvey's de nous louer leur toit. Ils ont répondu « d'accord, en principe, à condition que tout soit légal ».
Le lancement du projet a eu lieu en ville. Nous avons beaucoup communiqué, notamment dans la presse locale, pour que tout le monde soit au courant. Nous avons commencé à recevoir des fonds, des chèques et des formulaires nous sont parvenus. Et il n'aura pas fallu longtemps, 3 semaines je crois, pour recevoir largement de quoi financer l'installation. C'est un véritable investissement communautaire. La collectivité y gagne. Les gens comprennent car c'est très simple. Et bien sûr, c'est excellent pour l'environnement. Le projet réduit les émissions de carbone et appartient à la collectivité. On s'est regroupés et on a accompli ça ensemble. C'est un précédent très intéressant car il montre à quel point le pouvoir citoyen compte pour le financement et le lancement de projets communautaires. Voilà un très bon exemple à suivre pour toutes sortes d'autres actions collectives. Il prouve qu'une communauté peut prendre des initiatives dans des domaines qui auraient paru inconcevables il y a 10 ans. Dès lors qu'il s'agit d'énergie renouvelable, le gouvernement fournit une aide financière pour chaque kilowattheure d'électricité produite. Le revenu obtenu grâce à ce fonds d'aide nous permet de rembourser les premiers prêts des participants. Mais ce processus est très difficile pour nous. Je suis compositeur, ni homme d'affaires, ni financier. Il m'a donc fallu apprendre énormément et très vite, comme les autres. Il ne faut pas sous-estimer la charge de travail, les efforts et le temps requis pour accomplir une telle tâche. C'est difficile. L'avenir appartient aux communautés résilientes, bien adaptées au changement. Il est donc vital de mettre en place des structures locales aptes à répondre aux besoins collectifs. De tels modèles pilotes devraient ensuite pouvoir être adaptés, sous une forme ou une autre, par d'autres collectivités ailleurs dans le monde. On peut se représenter l'économie locale comme un grand seau. Ce seau se remplit grâce au versement de retraite, aux salaires, aux allocations, etc. Mais à l'heure actuelle, les sommes destinées notamment aux supermarchés, aux factures d'électricité ou aux achats sur Internet créent des trous dans ce seau. Cela revient à laisser s'écouler et perdre les fonds accumulés et tout leur potentiel. Chaque fuite dans le seau représente des possibilités d'emplois locaux, de création d'entreprises locales ou d'actions de formation pour les jeunes. Des initiatives comme encourager les sociétés énergétiques locales, soutenir la production alimentaire locale ou son développement, ou encore adopter une monnaie locale, constituent d'excellents moyens pour colmater les fuites du seau. Sur le plan de la diversité culturelle, Brixton n'a pas son égal en Grande-Bretagne. On y trouve toutes les nationalités possibles. En 2009, nous avons lancé la livre de Brixton. À l'heure actuelle, quelques 200 commerces l'acceptent officiellement. Ce soir, nous inaugurons la livre électronique. Nous sommes les premiers en Grande-Bretagne à adopter une monnaie électronique. N'est-ce pas formidable ? Avec cette monnaie, nous rentrons dans l'ère digitale. C'est une excellente incitation pour attirer les gens sur le marché de Brixton pour qu'ils y fassent leurs achats. La nouvelle fondation économique, un organisme néerlandais appelé Coin, et le réseau de transition ont mis au point le logiciel dont dépend ce type de monnaie électronique. Brixton est le premier projet pilote permettant de tester cette monnaie sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil à ma montre? Vous voulez que je la répare? Je crois que j'ai le bon outil. Bon, je regarde. Pas de problème. Vous avez besoin d'une nouvelle pile. Voilà, c'est fait. Ça fera 2,50 livres. Je peux vous payer par texte? Bien sûr.
Donc, je vais sur le site de la banque pour livrer Brixton et vous êtes Stuart, le réparateur de montres. Vous avez reçu mon message? Très bien. Voilà. C'est fantastique. Allez, à la prochaine. Au revoir. Ce que nous avons mis au point, un système de paiement par message texte, peut être utilisé par tout le monde sans matériel spécial. Pas besoin de lecteur de carte magnétique, un téléphone portable suffit. Et un smartphone n'est pas nécessaire, juste un portable tout simple. Si vous pouvez envoyer un message texte, vous êtes paré. Puis-je payer par texte? Bien sûr. Quel est votre nom d'utilisateur? Sana Food. Les entreprises indépendantes locales jouent un rôle vital pour résoudre les problèmes économiques auxquels nous faisons face actuellement. Parce que ces petites et moyennes entreprises constituent le moteur de l'économie britannique. Le principe de la livre de Brixton, son fondement, est de nous encourager à dépenser notre argent sur place, pour dynamiser nos entreprises locales et leur permettre de se développer et de prospérer. Le but de la livre de Brixton n'est pas de transférer des fonds du nord de Londres vers le sud, par exemple, mais de créer un nouveau type d'économie, de se poser des questions pertinentes. Peut-on s'approvisionner à l'échelle locale? Est-ce que les habitants de la région peuvent contribuer à cet approvisionnement? Peut-on s'y prendre de manière légèrement différente? Nous recherchons un nouveau type d'économie où chacun peut jouer un rôle et avoir un emploi. Une économie locale, prospère, diversifiée et dynamique. Formidable. J'ai reçu un texte de confirmation. Très bien. Formidable. Bonne journée et à bientôt. Et voilà, la livre de Brixton électronique, c'est super. Au départ, la transition a été conçue comme une cure de désintoxication pour l'Occident, un moyen pour les pays occidentaux riches de réduire leurs émissions et d'aller à la rencontre d'un monde en développement dans leur cheminement inverse. Mais c'est fascinant d'observer depuis un an l'émergence de ce mouvement dans le monde en développement. Nous avons commencé avec le village que nous habitons, Kotakarai. Notre premier objectif est d'assurer l'accès à une nourriture saine pour le village, les foyers, les familles. C'est là le fondement de notre programme et de notre projet. Chacun devrait avoir accès à des aliments de bonne qualité. Nous allons dans un foyer et demandons: vous voulez créer un potager? Nous apportons les semences et montrons comment on s'en occupe. Dès qu'un potager est créé, les voisins arrivent et nous disent: nous aimerions avoir le même. C'est comme ça que le projet s'est développé. Dans l'Inde rurale, on peut obtenir des résultats très positifs. Un exemple. Voilà la taille de l'empreinte carbone d'un habitant des États-Unis. Voici celle d'un habitant de l'Inde. Et celle d'un habitant de l'Inde rurale. On n'a donc pas à accomplir tous ces efforts de réduction. On est déjà à bon port. Il nous suffit d'adopter des modèles où la plupart des pratiques sont écologiques et fondées sur de l'énergie renouvelable. Elles permettent aux villageois de l'Inde rurale de rester dans leur village en stoppant les migrations. Nous introduisons la transition allant d'un modèle périmé de village traditionnel vers celui du non développé, en cherchant un équilibre pour que les populations rurales ne se sentent pas exclues. Nous nous réjouissons de voir des villageois souriants. Ils nous accueillent chaleureusement dans leur foyer et dans leur cœur.
Dès le lancement du mouvement, nous avons estimé que ce serait bénéfique si la transition pouvait suffisamment pénétrer dans la culture et dans l'ADN d'une localité pour pouvoir constituer, en période de grandes difficultés ou d'incertitude, l'un des outils disponibles pour la conception d'interventions appropriées. Il est donc vraiment intéressant d'observer, depuis 1 an ou 2, des localités en prise à des difficultés énormes où la transition est devenue un élément intégral et instinctuel des interventions communautaires. Même avant la catastrophe, j'estimais que la transition constituait ce que je pouvais faire de mieux dans ma vie. Après la catastrophe, c'est devenu encore plus évident. Cette transition est tout simplement ce qu'il nous faut faire, ce que je dois faire. La société productrice d'électricité, Fujino, compte environ 80 à 90 membres. Après la catastrophe nucléaire de mars 2011, nous nous sommes réunis pour discuter des moyens d'assurer notre approvisionnement énergétique de manière sûre et durable. Nous avions déjà tenu des réunions et discuté de nos projets, mais nous n'étions pas prêts à passer à l'action. Après la catastrophe, quelqu'un nous a suggéré de participer au programme d'aide. Et c'est ce qui a permis le vrai démarrage de la société. Le Festival des Lumières a été un catalyseur pour établir un plan d'action spécifique. En cette 8e année du festival, nous avons décidé que toute l'électricité requise proviendrait de sources renouvelables. Nous avons accueilli 5000 visiteurs en 3 jours. Après le succès du festival, des adhérents décidèrent d'intervenir à Tohoku, lieu de la catastrophe. Et nous avons donc fourni de l'électricité à cette région. Nous voulons aussi que toute l'électricité produite dans notre région soit écologique et avons donc examiné les ressources disponibles. À Fujino, il s'agit d'abord de forêts et de production d'énergie hydroélectrique à petite échelle. Nous disposons de cours d'eau puissants dans les vallées. À l'heure actuelle, notre tâche consiste à réfléchir à la manière d'imaginer ensemble cet avenir. La ville de Littletown où j'habitais en Nouvelle-Zélande a récemment été frappée par un séisme de grande ampleur. Le retour dans ma ville a été bouleversant. La ville a été en grande partie détruite. Pourtant, au sein de ce désastre, le véritable cœur de la communauté a été révélé, avec toute la bonté et la générosité de ses habitants.
J'étais le coordinateur de la Banque du Temps de Littleton. Cela faisait quelques années que je faisais ce travail en m'efforçant de renforcer les liens et la solidarité de la communauté. La Banque du Temps avait été lancée en tant que monnaie complémentaire, permettant aux habitants de découvrir d'autres manières de vivre sans toujours recourir à l'argent. Mais c'est aussi un merveilleux outil de renforcement des liens communautaires, puisqu'il permet d'échanger des services, d'apprendre à se connaître, de rencontrer ses voisins. Puis en septembre 2010, un terrible tremblement de terre est survenu. L'agence de protection civile est intervenue à Christchurch, les autorités ayant estimé que Littleton n'avait pas les mêmes besoins. En fait, la ville avait des besoins, mais d'un autre ordre. Les pompiers nous ont appelés et nous ont dit « Nous savons que vous êtes engagés dans un travail communautaire. Nous ne savons pas comment vous pourriez agir, mais pourriez-vous faire quelque chose, apporter une aide ?» Nous avons alors créé une cellule dans notre bureau et avons travaillé à un rythme effréné pendant des semaines pour répondre aux besoins de la collectivité, notamment par la fourniture d'eau et d'aliments et par des travaux de réparation d'urgence. Nous commencions à respirer lorsque le tremblement de terre de février est survenu, bien différent du premier. Tout a été plus rapide cette fois, et bien pire. Tous les bâtiments se sont effondrés. C'est comme si septembre avait constitué un simple entraînement. La communauté a été formidablement solidaire. Nous avons cerné les besoins et les moyens disponibles grâce à la base de données des bénévoles de la Banque du Temps. Plus de 400 bénévoles étaient inscrits à l'époque. Nous avons lancé des actions et envoyé des emails disant « Voilà la situation, voilà ce qu'il nous faut ». Les habitants ont été très nombreux à se mobiliser. Ils ont retransmis ces emails sur leur propre liste et pages de Facebook. Et nous avons accueilli tellement de bénévoles que c'était absolument incroyable. Je ne crois pas que la communauté aurait pu réagir aussi efficacement et rapidement sans l'existence de la Banque du Temps. Cela s'adresse à tous ceux qui ont perdu quelque chose mais se sont retrouvés. Car le vrai cœur d'une collectivité, c'est son peuple. Se mobiliser. Ils ont retransmis ces emails sur leur propre liste et pages de Facebook. Et nous avons accueilli tellement de bénévoles que c'était absolument incroyable. Je ne crois pas que la communauté aurait pu réagir aussi efficacement et rapidement sans l'existence de la Banque du Temps. Cela s'adresse à tous ceux qui ont perdu quelque chose mais se sont retrouvés. Car le vrai cœur d'une collectivité, c'est son peuple.
Let's make it beautiful. I want to make it beautiful.